Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Encore une semaine bien chargée sur le plan de l'actualité. Beaucoup de questions qui se posent sur l'état de la société française et au-delà, l'état de notre civilisation. On va parler bien sûr de l'assassinat d'une surveillante scolaire de 31 ans. Elle s'appelait Mélanie, devant le collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne. Un adolescent de 14 ans qui l'a poignardé à plusieurs reprises au moment d'un contrôle de sac fait par la gendarmerie. Comment analysez-vous cette nouvelle violence incontrôlable des mineurs, l'utilisation des armes blanches? On voit que le personnel enseignant est visé régulièrement. A-t-on basculé, Michel Onfray, d'une société où l'on craignait les profs à une société où ce sont les profs qui craignent les élèves? Et puis quel impact ont les réseaux sociaux sur ces jeunes cerveaux? Y a-t-il des solutions concrètes pour redresser la situation? Enfin, que pensez-vous de la réaction du président Macron qui continue à sembler complètement déconnecté de la réalité du pays? Il accuse certains médias et partis politiques de faire du lavage de cerveau, du brainwashing en anglais, et de ne parler que des faits divers. On attend votre parole là-dessus, Michel. On verra par ailleurs que le Premier ministre François Bayrou tente de proposer des choses, mettre des portiques à l'entrée des écoles. D'autres proposent l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Est-ce qu'il faut transformer nos établissements scolaires en bunkers fortifiés? On attend vos réponses. On parlera aussi, Michel, de ce qui se passe aux États-Unis avec le torchon qui brûle entre Elon Musk et Donald Trump, et aussi des émeutes en Californie contre la politique migratoire de Donald Trump, pour laquelle pourtant les Américains l'ont élu, et aussi de Hannah Arendt. Ça sera notre point philo du jour, Michel. Oui, absolument. Une grande philosophe. 50 ans qu'elle est décédée, et donc profitons-en pour relire, pas forcément ce qu'on lit d'elle habituellement. On lit beaucoup les origines du totalitarisme, là on va parler des révolutions. Très bien, on va parler d'Hannah Arendt dans un instant. C'est parti pour Face à Michel Onfray. On va évoquer bien sûr ce drame qui a bouleversé toute la France, Michel. Elle s'appelait Mélanie, elle avait 31 ans, maman d'un petit garçon de 4 ans. Elle est morte devant le collège dans lequel elle travaillait, agressée à coups de couteau par un jeune de 14 ans qui semblait totalement détaché en réalité de ce qu'il faisait, ce qu'a dit le procureur de Chaumont. On l'entendra dans un instant, mais d'abord l'émotion de ses proches. Son beau-fils a témoigné au micro de CNews. Écoutez-le. Mélanie, c'était une femme merveilleuse, une femme pleine d'amour, pleine de joie, pleine de compassion. Elle aidait tout ce qu'elle pouvait. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Tous les adjectifs qu'on peut utiliser pour qualifier quelqu'un dans le positif lui étaient dus. C'est un acte absolument innommable. Je pense que même s'il a 14 ans, je pense qu'au vu de son acte, il devrait être jugé comme un adulte. Je ne pense pas qu'on puisse encore considérer quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre, d'encore un enfant. Enfin, ça efface tout sentiment d'être candide ou quoi que ce soit. Il a quand même emmené un couteau à l'école. On va pas me faire croire que c'était pas prévu, que ça a été prévu sur Mélanie ou non. Ça n'a pas trop d'importance. Le mal est fait, mais qu'il aurait voulu s'attaquer à Mélanie ou à qui que ce soit d'autre, ou même à plusieurs personnes à la suite. Enfin, dans tous les cas, il avait prévu de faire du mal aux gens, et je pense pas qu'avec ça, on puisse encore le considérer comme un enfant. Voilà le témoignage d'Evan, le beau-fils de Mélanie, cette surveillante scolaire qui a été tuée, Michel. Et ça pose beaucoup de questions sur notre société. Oui, on oppose les faits divers et les faits de société. Moi, je pense que ce sont des faits de civilisation. Et qu'il faut regarder de manière beaucoup plus haute, prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet-là, et arrêter de dire c'est de la faute à la société, ou c'est de la faute aux médias qui en parlent trop, ou c'est de la faute à pas de chance, ou c'est de la faute, je sais pas quoi, au Covid. Enfin, on entend un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a dans une civilisation une fondation, il y a un texte religieux la plupart du temps. Et dans la Genèse, on nous dit que l'homme et la femme ont été créés libres, qu'Adam et Ève ont été créés libres, et qu'on leur a demandé, Dieu leur a demandé, c'est-à-dire la loi, de ne pas goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Il y avait donc un interdit, et on a transgressé l'interdit. Et puis on a eu la punition. C'est le dispositif qui fonctionne pendant plus de 1000 ans. Il y a donc ce qu'on appelle en philosophie un libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de se déterminer. J'ai le choix, je choisis le bien, je choisis le mal. Si je choisis le bien, je peux être récompensé. Si je choisis le mal, je peux être puni. Ça fonctionne comme ça pendant à peu près 1000 ans, ou un peu plus de 1000 ans. Et on a des philosophes, je dirais, Rousseau par exemple, qui lui incrimine la société, en lui disant « mais non, l'homme est naturellement bon ». C'est-à-dire il n'est pas question dans la nature de voir des comportements comme ceux dont Bruno Retailleau dit que ce sont des comportements de barbares. C'est à cause de la société. Et c'est à cause de
la société qui a inventé la propriété, nous dit même Rousseau. Et Robespierre dit fantastique, supprimons la propriété et nous supprimerons le mal. Et il y a un logiciel de gauche qui se constitue là-dessus et qui nous dit, oui, c'est vrai, finalement, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de liberté. Et puis vous avez après Marx qui nous dit, on est déterminé par les conditions sociales, c'est-à-dire que dans une civilisation capitaliste, il y a une éthique capitaliste, si on supprimait le capitalisme, on supprimerait le mal, version rousseauiste finalement. On a Freud qui arrive et qui nous dit, ah mais c'est l'inconscient. C'est la libido, c'est toutes ces choses-là qui font que, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes déterminé par la société, dit Marx, vous êtes déterminé par votre inconscient, dit Freud, et globalement, il n'y a plus de responsabilité. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Donc j'ai la possibilité de jouir sans entrave, selon la formule de mai 68. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de surmoi, comme disait Freud, c'est-à-dire il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'interdiction vous disant non, tu ne peux pas tout faire. Et c'est une civilisation qui s'effondre, une civilisation dans laquelle on peut dire aux enfants rois. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez paradoxal à ce que ça se passe dans un collège Françoise Dolto, qui a théorisé, elle, l'enfant roi. On a un enfant roi qui dit mais moi, je m'autorise tout ce que j'ai envie de m'autoriser. J'avais juste envie ce jour-là de tuer quelqu'un. J'ai pris un couteau. Je ne savais pas qui, mais enfin, je voulais juste tuer quelqu'un parce que peut-être il y a eu un mauvais regard d'une surveillante quelques jours. Une admonestation en réalité. On va justement écouter Michel Onfray, le procureur de Chaumont, Denis Devalois, qui a expliqué dans quelles circonstances ce jeune de 14 ans est passé à l'acte. En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret, ni aucune compassion pour les victimes. Le mis en cause nous indique ne pas avoir eu de grief particulier contre cette surveillance et ne pas la cibler particulièrement. Il voulait s'en prendre, selon ses dires, à un membre du personnel d'encadrement avec un ciblage plus précis sur les surveillantes de cet établissement, mais je reprends encore une fois ces termes, n'importe laquelle. Mise en cause nous déclare avoir eu l'intention de tuer. Voilà, et il a été mis en examen pour meurtre, Michel Onfray. On est stupéfait qu'en fait, à cet âge-là, à 14 ans, on puisse prendre un couteau, venir à l'école avec, dans le but de tuer quelqu'un, mais un peu quelqu'un au hasard, finalement. Oui. C'est une génération qu'on ne comprend plus. Oui, moi je ne comprends pas non plus le procureur qui nous dit qu'il n'y a pas de trouble psychologique. Il n'y a pas de trouble psychologique, mais il avait décidé de tuer, il n'a pas d'empathie, il se moque absolument du fait qu'il ait pu faire ce qu'il a fait, etc. Si c'est pas ça, avoir des troubles psychologiques, je ne sais pas ce que c'est. Donc oui, il y a des troubles psychologiques. C'est pas parce qu'il y a un dictionnaire qui nous dit... Non, mais les expertises, pour l'instant, ne l'avaient pas montré. Peut-être que là, dans les prochains jours, les expertises psychiatriques le montreront. Vous prenez 3 experts, vous avez 3 avis. Exactement. Et donc, des avis qui sont parfois donnés par téléphone, qui sont parfois donnés après visioconférence, ou qui sont parfois donnés après une demi-heure de discussion, une demi-heure avec des pervers narcissiques, avec des menteurs, etc. On peut se faire abuser en une demi-heure quand on est psychologue ou quand on est psy je ne sais quoi. Donc moi je vois simplement la description que donne le procureur, ça s'appelle des troubles psychologiques. Quelqu'un qui dit j'ai décidé de tuer quelqu'un, j'ai pas forcément des raisons et je n'ai aucune empathie pour le personnage, je l'ai fait et finalement je n'ai aucun regret. C'est pas un malade mental ça? Bon. Donc il y a un moment donné où il faut aller au-delà un peu de ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire les dictionnaires dans lesquels on lui dit il n'est pas maniaco-dépressif, il n'est pas bipolaire, il n'est pas névrosé, il n'est pas psychotique, il n'est pas schizophrène. Donc finalement tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Je pense simplement que, quand je parlais tout à l'heure d'une espèce de lignage, de Rousseau jusqu'à Françoise Dolto, on a fabriqué le cerveau d'un certain nombre d'enfants. Un cerveau dans lequel il y a la liberté totale de faire tout ce qu'on veut comme on veut, sauf que c'était pas l'époque de Françoise Dolto, mais aujourd'hui on a le téléphone, on a les réseaux sociaux, on a le porno en libre accès, on a l'impunité aussi. Parce que comme on fait disparaître le libre arbitre, on fait aussi disparaître l'autorité. Pourquoi y aurait-il de l'autorité? Puisque finalement on peut faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut. L'autorité elle est fasciste, elle est présentée comme telle. C'est-à-dire qu'on confond aujourd'hui l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est l'excès d'autorité. L'autorité, c'est juste de dire à un enfant, ne mets pas ta main dans l'eau bouillante, tu vas te brûler. C'est juste interdire quelque chose pour le bien d'un enfant. C'est juste lui dire, tu n'as pas tous les droits dans la société, tu ne peux pas tout faire, tu n'auras pas tous les bonbons du magasin. Donc il faut, ce qu'on appelle l'intolérance à la frustration aujourd'hui, mais il faut apprendre à frustrer les enfants en leur disant, non, tu n'as pas tous les droits. Mais Françoise Dolto nous dit, ils ont tous les droits et les parents doivent obéir à leurs enfants.
c'est tout ça qui se tient. La disparition du libre arbitre, la disparition de l'autorité et la condamnation de toute autorité présentée comme fasciste ou fascistoïde. Ça devient difficile. On est sur CNews et sur Europe 1 en face à Michel Onfray. Il y a aussi la question de l'utilisation des armes blanches. Michel, c'est une véritable épidémie. 30 attaques à l'arme blanche par jour en France. La litanie des noms de ceux qui ont été tués, jeunes, moins jeunes, à coups de couteau. Le petit Elias, Thomas, Aboubacar Cissé. Ils sont tous... il y a une espèce d'épidémie. Comment est-ce que vous expliquez cela ? C'est très compliqué en France d'avoir des armes, des armes à feu. C'est-à-dire, si vous voulez vous inscrire à un club, c'est très compliqué, un club de tir, et c'est tant mieux. Et vous pouvez être chasseur, mais il faut aussi passer un permis de chasse, etc. Enfin bon, tout est un peu compliqué. Alors que là, vous avez dans la cuisine familiale une batterie de couteaux qui sont à disposition. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune de 14 ans. Voilà, d'où le ridicule d'interdire la vente des couteaux à des enfants. Les enfants ne se disent pas, je vais aller acheter un couteau. Il suffit juste, la chose a été dite d'ailleurs par le procureur, il prend son petit déjeuner, il est en train de mouronner parce que l'une des surveillantes a dû lui faire une remarque parce qu'il embrassait peut-être de manière appuyée sa copine ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Et il y voit devant lui la totalité des couteaux qui servent à couper le rôti, à couper le poulet, à tailler le poulet. Enfin, et puis il se dit, je le prends, je le mets dans mon sac et j'y vais. Et puis je vais tuer quelqu'un. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui d'imaginer qu'avec des portiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait très bien qu'un certain type de couteau passe tout à fait sans problème dans les portiques. Enfin, on le sait la plupart du temps, mais on ne va pas donner le détail. Que vous pouvez aussi aller chercher des couteaux, même dans la cuisine du lycée où vous êtes. Si vous êtes déterminé, vous foncez, vous arrivez dans la cuisine, vous prenez un couteau, vous menacez tout le monde et puis c'est parti. Donc c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Je dis que c'est un problème de civilisation, mais on ne fait pas reculer les civilisations. On ne peut pas dire à une civilisation, maintenant, on va en construire une autre. Celle qui est en train de se construire, elle suppose la destruction. Et on a du nihilisme, c'est-à-dire on voit le cerveau vide de ces enfants, plein de ce qu'est l'enfance, c'est-à-dire ce garçon de 14 ans, il a le cerveau d'un enfant de 3 ou 4 ans qui veut tout de suite et qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui se met à trépigner et qui dit « je vais la tuer ». Et il décide de la tuer le jour même où vous avez de la police, de la gendarmerie qui est là pour faire le contrôle des cartables. C'est-à-dire que la proposition de mettre de la police ou de la gendarmerie partout, ça veut bien dire que ça ne sert à rien. Elle est là, la police, elle n'a pas retenu cet enfant, qui lui a dit « mais moi j'ai décidé que c'était aujourd'hui, il y a peut-être pléthore de gendarmes, mais justement, en présence des gendarmes, je vais y aller ». Et puis on a vu, j'ai entendu ce procureur qui nous parle de coups de couteau dans le dos. Bien sûr. C'est quand même terrible d'imaginer la scène, c'est-à-dire c'est même la lâcheté la plus absolue, c'est-à-dire que vraiment on y va, c'est quelqu'un qui est sans défense, la victime, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, assez probablement s'il avait des choses à reprocher, c'était à une autre surveillante, mais c'est celle-ci qui va prendre de toute façon, et puis quand il prend le couteau, il a décidé de faire un maximum de dégâts, dit-il. Donc on voit bien le cerveau malade, le cerveau dérangé de ces enfants. Il y a aussi l'idée que quand on n'apprend pas le réel aux gens, et la gauche a fait profession d'enseigner que le réel n'existait pas, que l'idéal et que l'idée c'était beaucoup mieux. Mais quand on n'enseigne pas le réel aux enfants, c'est le virtuel qui prend la place. C'est-à-dire qu'il y a des séries, il y a des téléphones, on est en train de discuter, il y a des textes, des textos, et le réel, ça n'est jamais plus que ça. Il n'y a plus de contact direct. Ce garçon dont on nous dit qu'il n'a pas de problème psychologique, il a quand même été 2 fois mis à la porte parce qu'il avait frappé d'autres enfants. Quelqu'un qui frappe des enfants dans un collège, ce n'est pas quelqu'un qui se comporte normalement. Bien sûr. Il y a aussi la question des personnels scolaires, enseignants, qui sont absolument plus en sécurité. Je disais, c'est les profs maintenant qui ont peur des élèves. Les élèves eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Il y a une jeune fille, il y a quelques semaines, qui a été poignardée de 57 couteaux dans la classe. Il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus d'endroit en réalité. On est en sécurité dans ce pays, Michel Onfray. Ah non, plus du tout. C'est-à-dire que l'idée d'une délinquance urbaine et de périphérie urbaine, etc., ça ne signifie plus rien du tout aujourd'hui. Ça peut arriver dans le train, ça peut arriver dans le métro, ça peut arriver en campagne, ça peut arriver dans un village, ça peut arriver à la sortie d'une école, ça peut arriver parce que vous avez regardé quelqu'un de travers dans la rue alors que vous étiez en train d'aller faire vos courses. Oui, c'est terminé. D'autant qu'il y a une impunité. Il faut ajouter ça aussi. Disparition du libre arbitre, disparition de l'autorité et disparition de la punition ou de la sanction. Oui. Atténuation de la punition, en tout cas, oui, évidemment. Ah oui, atténuation. Par les nombreux textes législatifs qui ont été votés. Tuer quelqu'un en lui donnant des coups de couteau dans le dos et que vous avez l'excuse de minorité, il va se passer quoi? Et vous aurez de toute façon une magistrature qui, là encore, reprendra le propos de Rousseau, nous expliquant que la société est coupable et responsable. Et puis vous avez des gens qui nous diront, finalement, il est condamnable à ça, il est condamné à ça, et puis il va faire ça parce que remise de peine, il a été gentil.
il a violé ni tué personne en prison, donc c'est un garçon sympathique, et il faut le réintégrer, et puis voilà, il va faire quoi, 5 ans, 6 ans. Et donc, j'en sais rien, je donne non, des mais chiffres, c'est à peu près les tiages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire 6 ans de prison quand vous avez 14 ans? Vous n'avez pas la possibilité de vous projeter dans le temps. 6 ans, c'est tout et c'est rien, ça veut rien dire. Et puis, de toute façon, vous savez très bien que vous aurez nombre de gens qui seront à vos côtés pour vous expliquer que, bon, on va vous redonner une deuxième chance, comme il est dit. En gros, on en donne 2, puis on donne une autre fois 2, une autre fois 2, une autre fois 2, puis parfois, vous avez des Naël à qui on a donné 15 fois leur chance et qui sont encore mineurs. Bon. Et il y a aussi la question des victimes qui ne sont plus silencieuses. Oui. Et ça, on voit qu'ils en ont marre d'être assignés au silence. En réalité, on leur dit, très bien, prenez votre douleur et disparaissez de nos mémoires. On va juste écouter le papa de Benoît. C'est un jeune homme qui a été tué il y a quelques jours à Dax d'un coup de couteau. Il allait fêter ses 18 ans. Comme la maman d'Elias, qui a témoigné aussi cette semaine, un autre jeune qui a été tué à coups de machette. Les victimes parlent, les proches des victimes parlent. Ils en ont assez et ils disent leur colère vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Écoutons le papa de Benoît. Je vous remercie du fond du cœur. On vous remercie du fond du cœur, Maëva et Marina, pour Benoît, notre enfant, notre fils, qui allait avoir 18 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Et encore une pensée très forte pour Benoît. Et encore merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup. Comment vous expliquez cela, Michel Onfray, que ces victimes décident de parler maintenant? Parce qu'avant, on leur disait elles vont être récupérées politiquement. Là, ils n'en peuvent plus. Oui, d'abord, il y a les réseaux sociaux. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux. Je dis assez souvent du mal des réseaux sociaux pour en dire du bien. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur et il y a le pire dans les réseaux sociaux. Là, d'abord, on voit que ce sont des images de valeurs actuelles. Donc, il y a donc des journaux qui sont des journaux d'opposition au monde dominant. Valeurs actuelles fait ces images. Ces images sont montrées et dans des chaînes comme CNews ou entendu à Europe 1, enfin, parce qu'il y a aujourd'hui des médias alternatifs. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont tant détestés. Parce qu'ils disent le réel. Mais tant regarder et écouter. Et puis voilà, alors là on se dit, il y a des images, on vous les montre, faites votre avis, faites votre jugement. Alors ça peut être commenté, on peut estimer que c'est trop commenté, mal commenté ou je ne sais quoi. Enfin, toujours est-il que moi je crois au bon sens populaire et les gens entendent ces choses-là. Et ils se mettent à la place de ce père. Et puis on voit derrière, il faut toujours regarder derrière les images, quand on voit des costauds qui sont peut-être des copains, des amis, etc., et qui enlèvent ses lunettes et qui est en train d'essuyer ses yeux parce qu'il est en train de pleurer. Et il y a là le bon sens populaire des gens qui... Alors, c'est un petit peu plus long et j'ai entendu... oui, d'autres termes un peu moins policiers. Oui, c'est ça. Mais ça peut se comprendre. Mais bien sûr. Bon, quand on perd un fils, on a le droit de parler comme ça. Qui peut juger ce père? Personne. Et puis si on peut le juger, jugeons-le en disant qu'on le comprend et qu'il a bien raison de dire ce qu'il dit. Il y a d'ailleurs des policiers qui sont là et qui écoutent, et qui sont pas, ils pourraient s'en aller en signe de désapprobation et c'est pas le cas. Parce qu'il y a effectivement un bon sens populaire qui est là et qui nous dit mais arrêtez avec tout ce que vous nous racontez en nous disant sentiment d'insécurité, vous en faites trop dans le commentaire de cette insécurité. Il y a toujours eu de l'insécurité, c'est comme ça depuis toujours. Non, c'est pas vrai. Quand une civilisation s'effondre, c'est pas la même chose que quand elle est en pleine forme. Oui, il y a de la délinquance, mais pas de cette délinquance. Vous parliez tout à l'heure du couteau, c'est quand même extrêmement primitif aussi. Le couteau, on en retrouve dans des grottes préhistoriques, c'est-à-dire des silex taillés qui permettaient d'égorger des animaux, voire d'égorger d'autres individus quand les tribus se faisaient face. Moi, je dis beaucoup que nous repartons vers le primitif. Et nous avons fait une espèce de grande boucle, et ça ressemble très exactement à ce qui se passait dans les tribus primitives, où vous faisiez la loi avec votre silex taillé. Si quelqu'un vous déplaisait, vous l'égorgiez, il était mort, c'était réglé. Et comme vous aviez été fort et qu'il avait été faible, vous aviez la puissance, vous aviez le pouvoir. C'est comme ça que se constituent les civilisations. Et puis après, vous vous dites, on va bien être obligé de trouver autre chose que le sang versé, et vous inventez le contrat social, la politique, enfin bon, voilà, c'est la civilisation. Les lois. C'est-à-dire que pour en finir avec la barbarie, il faut que la civilisation surgisse. Là, nous sommes dans une période de civilisation barbare, où on permet à des gens, alors ça peut être le peuple créolisé de Mélenchon, mais ça peut être aussi ces enfants qui sont décérébrés, au premier sens du terme. Il n'y a plus rien dans leur cerveau, sauf les choses primitives. Il n'y a plus qu'un cerveau reptilien. Il y a 3 cerveaux, vous savez, il y a le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Le cortex, c'est ce qui sert aux gens qui nous écoutent à comprendre ce que nous sommes en train de nous dire. Le néocortex aussi. Et puis le cerveau reptilien, c'est la bête qui parle. C'est le serpent qui reste en nous et qui est resté là. C'est pas étonnant qu'il y ait un serpent dans la Bible d'ailleurs, dans la Genèse.
genèse. Et quand vous ne nourrissez pas le cortex, il n'y a rien dans le cortex. Et quand vous ne nourrissez pas le cerveau reptilien, il y a toujours le cerveau reptilien parce que c'est celui qui est primitif. On m'a agressé, je tue. On m'a mal parlé, on m'a mal regardé, je tue. On m'a dit quelque chose de travers, je tue. Il me déplaît parce qu'il m'a dit ceci, je tue, etc. Donc on a régressé, c'est le cerveau reptilien qui fait aujourd'hui la loi, c'est le signe des civilisations qui s'effondrent. On a fait disparaître le cortex, il n'y a plus qu'un cerveau reptilien. Ces gens-là se comportent comme des sauriens, comme des reptiles. Ou comme des néandertaliens, puisque vous parlez... Non, ils étaient plus malins que ça, les néandertaliens. Ils étaient déjà plus malins que... Oui. Bon. Moi, je pense au moment où on est entre l'homme et l'animal. Bon. Le néandertalien ou sapiens, c'est déjà très élaboré. Ça nous amène évidemment à parler de ceux qui tentent d'occulter le réel, d'occulter la réalité, de dire mais ce n'est pas vrai, mais vous en rajoutez. Je pense aux hommes politiques. On a eu cette citation d'Emmanuel Macron sur laquelle on va revenir dans un instant. Mais il y a une volonté des élites intellectuelles de ne pas voir le réel. Michel Onfray, pour vous ? Je ne peux pas imaginer qu'ils ne le voient pas. Je pense que pour des raisons idéologiques, ils disent qu'ils ne le voient pas. Si vous dites « je vois le réel » et que vous ne me proposez rien, ça devient problématique pour vous. Exactement. Si en revanche vous dites « le réel n'existe pas », le réel n'a pas eu lieu, alors puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à apporter, on continue, tout va bien. Et on incrimine celui qui dénonce la réalité du réel. C'est ce que vous avez lu dans la citation de ce qu'a dit le président le week-end dernier. Il a parlé de brainwashing, de lavage de cerveau, pour traduire ça, en disant voilà, certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, laver le cerveau, sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. D'abord, l'utilisation d'un mot en anglais montre qu'il a choisi son camp. Il y a des mots français pour ça. De laver le cerveau, ça marche très bien. Très simple. Et le lavage de cerveau, il fait ça depuis très longtemps. Lui, ça fait 2 quinquennats qu'il lave le cerveau des gens, mentant, racontant le contraire de ce qui a lieu, en disant que quand il a perdu les élections, il les a gagnés, en disant que les Français sont des feignants, ce sont des Gaulois réfractaires, qu'il leur suffirait de traverser la rue pour trouver du travail, etc., etc. C'est lui qui lave le cerveau avec l'idéologie maastrichtienne. Vous me pardonnerez d'en parler. Non, une émission sans parler de Maastricht, ça ne pourrait pas. Mais on a fabriqué une idéologie dans laquelle il faut absolument oublier tout ce qui pose problème, tout ce qui montrerait que leur réel n'est pas si terrible que ça, que quand ils ont attaqué l'idée de Maastricht en 92, qui n'était qu'une idée en la présentant comme fasciste, nazi, etc., ça va, ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir, les Maastrichtiens. Est-ce qu'ils ne pourraient pas dire, depuis 30 ans, on a peut-être fait des choses qui ne sont pas terribles, puisque voilà ce qui se passe. Notre idéologie est au pouvoir, sans contre-pouvoir. Vous voyez d'ailleurs que partout où vous avez un candidat potentiel à en finir avec cette idéologie-là, on l'interdit, on interdit Marine Le Pen, on interdit un candidat en Roumanie en disant ah mais celui-là c'est l'homme de Moscou. Mais non, c'est pas l'homme de Moscou, on n'a pas le temps, mais Moscou ne fait pas avec l'intelligence artificielle des fausses gifles que le président de la République recevrait. Ça sert à tout, Moscou, ça sert à tout, la Russie, pour nous expliquer que ces gens sont dangereux, qu'il faut les interdire de se présenter aux élections. On fait une toute petite pause, Michel Onfray. On reprend ce débat, on continuera à parler de la réaction des politiques, on en entendra d'autres pour comprendre comment ils essayent de réécrire la réalité. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on continue à évoquer les réactions politiques après le meurtre de cette surveillante de 31 ans. Et puis plus généralement, cette forme de déconnexion que l'on sent, notamment de la part du président de la République, face à une réalité qu'il a qualifiée de fait divers. On va juste écouter la réaction de Marine Le Pen. Je pense que l'actualité a rattrapé Emmanuel Macron et a démontré de la manière la plus cruelle, la plus douloureuse qui soit, la déconnexion qui est celle du président de la République avec la réalité, et une réalité terrible, brutale, et qui n'est pas une succession de faits divers, qui est un fait de société auquel les politiques auraient dû s'attaquer depuis longtemps. On vient d'entendre Marine Le Pen. Évidemment, c'est un constat, une déconnexion totale que vous faites aussi, Michel ? Oui, vous savez, quand les gens sont dans l'opposition, ils sont beaucoup plus lucides que quand ils sont au pouvoir. Ceux qui, au pouvoir, sont lucides... Et après, perdent-ils leur lucidité quand ils arrivent au pouvoir ? Complètement. Et on voit bien, d'ailleurs, l'espèce de tension qu'il y a chez François Bayrou, qui, lui, est au pouvoir, et parle d'une épidémie. C'est-à-dire, quand vous dites que vous êtes une épidémie, qu'il y a une épidémie... Une épidémie de couteau, d'arme blanche. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au pouvoir ? Vous êtes médecin.
puisque vous êtes le médecin de la civilisation, vous êtes le médecin de la cité quand vous êtes le Premier ministre ou le chef de l'État. Et vous proposez quoi? L'interdiction de vendre des couteaux aux gens qui n'ont pas 15 ans ou je ne sais quoi, ou des portails aux entrées des écoles. Vous imaginez le bazar que c'est quand vous avez 1000 gamins qui arrivent et qui doivent passer dans des tourniquets, là, s'il y a un incendie, s'il y a et puis de toute façon, ce qui ne serait pas fait dans l'établissement serait fait devant l'établissement. C'est pas compliqué, un coup de couteau, si vous avez envie de le donner, c'est pas un tourniquet qui va vous empêcher de le donner en amont du tourniquet, c'est ridicule. Donc c'était ce que disait le ministre de l'Intérieur, qui était le maire de Lyon, j'oublie son nom. Gérard Collomb, il prophétisait le fait qu'on serait plus côte à côte, mais face à face. Vous avez le matin que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez sur votre bureau la totalité de ce qui est advenu dans la nuit, dans la journée, tous les rapports de préfecture, des renseignements généraux, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc un vrai chef d'État, ou une chef d'État, enfin quelqu'un qui aspire à être chef d'État, c'est quelqu'un qui ne dit pas que ce paquet qui lui arrive sur son bureau n'arrive pas sur son bureau. Il dit à ça, qu'est-ce qu'on propose? Et qui ne propose pas des compresses sur des jambes de bois, c'est-à-dire ce que propose Bayrou, c'est pitoyable. Il fait un bon diagnostic, et il nous propose des choses qui sont pas très malines, pas très fines, mais qui propose quoi aussi sur ce terrain-là? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Voilà. Bien sûr. Michel Onfray, vous avez aussi noté qu'on parlait beaucoup d'une société sans obligation ni sanction, c'est ce qu'on a dit. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Marie Guyot, qui était un libertaire, qui est mort en 1888, qui justement a exploité et exploré ce thème-là. Expliquez-nous. Oui, parce que j'ai entendu plusieurs fois Pascal Praud dire qu'on était dans une civilisation où il n'y avait plus ni obligation ni sanction. Et je pense que, je ne sais pas, enfin, c'est Jean-Marie Guyot qui a écrit un livre qui s'appelle Essai d'une morale sans obligation ni sanction. Et c'était le grand optimisme de la gauche qui consistait à cette époque-là à dire Dieu est mort, la morale chrétienne c'est terminé, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le libre arbitre, la faute, la responsabilité, la culpabilité, tout ce schéma-là disparaît. Alors vous pouvez avoir un autre schéma. On va expliquer que c'est la société qui est responsable et coupable et que, schéma de la gauche, si vous changiez la société, vous n'auriez plus de misère, plus de pauvreté, plus de chômage, plus d'agressivité, etc. C'est le grand discours de l'Union soviétique pendant des années. Et lui, Jean-Marie Guyot, est un optimiste absolu qui nous dit laissez faire. Et ce qu'il appelle l'anomie, l'apostrophe anomie, c'est-à-dire pas de loi. Et vous aurez ce qu'on appelle aussi une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre naturel. Qui va se faire. Ça va se faire naturellement. On laisse faire n'importe quoi et l'équilibre va se créer. Voilà, mais c'est libéral. Oui, mais ça marche c'est pas. Les libéraux de gauche. C'est-à-dire laisser faire, laisser passer, et naturellement, les choses se mettront en place. Mais non, pas du tout. Mais c'est une question d'anthropologie. À gauche, on pense que l'homme est naturellement bon, Rousseau. À droite, on pense qu'il n'est pas bon naturellement, le péché originel, ou de Maistre, Bonald, enfin tous les philosophes contre-révolutionnaires, qui nous disent, mais non, il est marqué par le péché originel. Alors si ce n'est pas le péché originel, ça peut être le mal. Hobbes, quand il parle de l'homme en disant qu'il est un loup pour l'homme, d'abord c'est une phrase de Terence qu'il reprend, mais il ne nous dit pas quelque chose de catholique, mais ça entre en relation avec le catholicisme. Oui, l'homme est un loup pour l'homme. Et si rien n'est fait, il reste un loup pour l'homme. Il peut devenir un dieu pour l'homme si la loi est là. La loi ayant disparu, la puissance de la loi ayant disparu, la loi étant déconnectée du peuple, d'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les juristes qui font des lois et ce sont ceux qui les interprètent dans un sens idéologique, et c'est au nom du peuple, mais c'est sûrement pas la réalité, c'est pas au nom du peuple, c'est au nom de leur petite caste. Et Jean-Marie Guyot, lui, disait qu'il fallait laisser faire, laisser passer, et que naturellement, on trouverait une morale qui permettrait à chacun de vivre ensemble, parce que la vie était plus forte que tout. C'est très bien sur le papier, mais c'est très dommageable quand c'est enseigné dans les écoles, quand c'est enseigné dans les universités, et quand les élites sont perméables à ce genre de discours qui va rendre possible un Nietzsche, qui va rendre possible un nietzschéisme, parce que je suis toujours nietzschéen, mais un certain nietzschéisme, avec des Foucault et autres qui nous diront par la suite, et ce sera la théorie de la déconstruction, il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des perspectives, que finalement le schizophrène c'est formidable. Je rappelle quand même que Gilles Deleuze passe sa vie à nous faire l'éloge du schizophrène. On en a des schizophrènes. Un gamin gentil, il est là avec papa et maman en train de prendre son petit déjeuner le matin, et puis il se dit je vais prendre un couteau et je vais planter une surveillante, n'importe laquelle, parce que j'ai envie de tuer quelqu'un. Ça s'appelle de la schizophrénie. Et Deleuze nous a dit pendant toute son œuvre que c'était formidable les schizos. Ben non, les fous, c'est pas formidable. Les fous, ça existe. Il y a des gens qui sont sains d'esprit, des gens qui le sont moins. Les traiter. Michel Onfray, on va passer à un autre sujet. Vous avez suivi, je le sais, cette semaine les pérégrinations de Greta Thunberg et de Rima Hassan qui ont pris la mer sur un bateau affrété d'ailleurs par un homme proche du Hamas pour tenter de rallier Gaza. Un spectacle que cette flotte
flottille voilà, a fini par être arraisonnée dans les eaux israéliennes par la marine israélienne. La plupart de ces individus ont été renvoyés dans leurs pays respectifs. Mais évidemment, il y a toute une instrumentalisation politique autour de cela, de la part de la France insoumise. Écoutez ce qu'en a dit Jean-Luc Mélenchon. Et puis on parlera après de la société du spectacle de Guy Debord, parce qu'évidemment, tout ça est très lié. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. La croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos. Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous avec les mêmes mots? Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si ce n'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà, Jean-Luc Mélenchon dans ses œuvres, Michel Onfray. Que vous les répondez? C'est formidable parce qu'en matière d'éléments de langage, il s'y connaît, lui. C'est lui qui dit et les autres répètent. Toute sa bande de perroquets, c'est assez formidable. Oui, c'est une croisière médiatique. C'est fait pour ça. Ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour pouvoir militer. Ils savaient bien comment les choses allaient se passer. Ils ont dramatisé en disant on est prêt à mourir. Ils étaient prêts à mourir, mais ils n'étaient pas prêts à se retenir d'aller faire pipi. Vous avez vu, là, il y a des médecins qui ont dit, rendez compte, on a pu aller aux toilettes, mais pas quand on le souhaitait. Ah, on est prêt à mourir, mais on n'est pas capable de se retenir de pisser. C'est quand même assez formidable d'avoir des éléments de langage comme cela, parce que lui, il fabrique des éléments de langage. Vous voyez bien, dès que quelque chose arrive, je ne sais pas comment ça se passe, il doit y avoir un fil interne qui permet de dire, mais voilà, monsieur machin, madame bidule, ce sont des perroquets. Quelqu'un qui n'est pas un perroquet chez Mélenchon, c'est quelqu'un qui est mis à la porte. Ça s'appelle Garrido, ça s'appelle Corbière, ça s'appelle Ruffin et quelques autres. Mais c'est le roi des perroquets, Mélenchon. Quand il se comportait, c'est formidable cette image. D'ailleurs, il y a des grandes orgues derrière. Il ne manque plus que quelqu'un qui nous jouerait la toccata de Widor. Oui. C'est la société du spectacle en réalité. Oui, et puis cette façon toujours de dire des choses sans le dire tout en les disant, en disant c'est peut-être l'ambassade d'Israël ou d'autres. Vous n'avez pas entendu ou d'autres, hein, les Juifs encore, qui sont partout, etc. Et oui, quand Debord dit que il intitule son livre « La société du spectacle », ça lui fait un succès de titre formidable, alors que c'est plus compliqué que ça. C'est pas du spectacle. Il dit « Le réel n'existe que s'il est spectacularisé ». Et donc, si on est capable d'en faire un spectacle, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire le monde du spectacle, la société du spectacle, c'est non pas la flottille, mais vraiment cette croisière médiatique, elle a été faite pour ça. Et elle a été faite pour remettre des gens dans la rue, et il y en a eu partout. Il y en a eu sous mes fenêtres à Caen, des gens qui défendaient Gaza, le génocide, le crime contre l'humanité. Enfin, il continue à faire une chose qui est extrêmement lisible et visible, faire sa campagne présidentielle. Il ne s'agit que de ça, c'est-à-dire qu'il instrumentalise les Gazaouis, il instrumentalise ce combat, il instrumentalise tout ça, et tous les jours il faut quelque chose de neuf. Alors là, c'était effectivement la croisière médiatique, ça permet les prises de parole, ça permet de faire une satire des éléments de langage, alors que c'est le roi des éléments de langage et que son parti ne fonctionne qu'à l'élément de langage. Et des manifestations. Quiconque a commencé à dire à propos de Darien Quatennens qui frappait sa femme que c'était quand même pas forcément défendable dans un parti qui se disait féministe, je pense à Clémentine Autain, dehors. Donc, les éléments de langage, oui, c'est comment ça fonctionne, lui. On en donne beaucoup. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, il y a quand même des gens que ces éléments de langage ont choqués, notamment lorsqu'il parlait d'otages. Oui. On va écouter Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, qui, lui, a pris la parole de façon très claire. Écoutez ce qu'il a dit. Vous avez vous-même, comme le président de la République d'ailleurs, il y a quelques semaines, dit il y a 4 conditions. La libération de tous les otages, l'éviction complète du Hamas, le renouvellement de l'autorité palestinienne et l'accord avec les États arabes. Et ça me paraissait une position raisonnable parce que c'est une position d'équilibre. Aujourd'hui, aucune de ces 4 conditions n'est remplie. Alors, nous dire qu'éventuellement le 18 juin, le chef de l'État s'apprêterait à reconnaître l'État de Palestine, on ne sait pas d'ailleurs avec quels dirigeants, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quel gouvernement, on ne sait pas d'ailleurs si d'ici là, évidemment non, les otages seraient libérés. Je vous dis simplement
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle a dit non à l'horreur nazie. Ne donnez pas le sentiment, le 18 juin 2025, que la France et le chef de l'État se soumettent à l'horreur islamiste. Voilà, pour Roger Carucci, il évoque évidemment cette éventuelle reconnaissance par la France et d'autres pays d'un État palestinien. Ce serait le 18 juin. Formidable discours d'un formidable personnage dans la vieille tradition de l'homme politique gaulliste qui a des références, qui parle correctement le français, etc. On ne voit pas dans l'image, mais il faut couper. Il répond à un sénateur communiste. Absolument. C'est un sénateur communiste qui le répond. Donc, tout le parti communiste. Et on voit les plans de coupe qui sont faits sur Yannick Jadot, sur les écologistes, qui sont d'accord avec le sénateur communiste. C'est-à-dire qui, globalement, sont des compagnons de route du Hamas. Finissent tous par nous expliquer que le Hamas, il a bien fait de faire ce qu'il fallait, ce qu'il a fait, du moins, parce qu'on va pouvoir... Ils ne le disent pas comme ça. Non, je vais très vite, mais ils savent très bien que s'ils le disent, ils vont aller au tribunal. Et donc, je raccourcis les choses pour que les gens comprennent très vite. Mais on voit bien que le but du Hamas, quand il fait ça, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Tous ceux qui, aujourd'hui, veulent la reconnaissance de l'État palestinien, comme les communistes, comme les écologistes, comme les socialistes, comme Emmanuel Macron, sont des gens qui donnent une prime au terrorisme. C'est une prime au terrorisme que de dire aujourd'hui, dans les conditions qui sont celles-ci, permettons à un État d'exister. Qui plus est le 18 juin, qui est l'appel à la résistance française en disant la France est occupée et il faut résister à cette occupation par l'ennemi, avec résister également à un maréchal Pétain qui, lui, mène une politique de collaboration. Donc on ne choisit pas cette date-là par hasard. D'abord, c'est une insulte au général de Gaulle, c'est une insulte au gaullisme, et puis c'est une façon de reprendre le vieux schéma, la vieille idéologie, les fameux éléments de langage de M. Mélenchon, il y a des collabos, il y a des résistants, il y a des colons, et donc les Juifs, ce sont les nazis, les Palestiniens, ce sont les Juifs d'aujourd'hui, et de dire, vous avez bien vu que refaisons ce que le général de Gaulle a fait, et offrons aux gens qui ont tué des gens, qui ont tué plus de 1000 personnes dans ce 7 octobre, offrons-leur ce qu'ils demandent, c'est-à-dire un État. C'est inadmissible, c'est à vomir. Michel Onfray, un peu de temps, il nous reste un peu de temps pour évoquer ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez noté que le torchon a brûlé entre Elon Musk et Donald Trump. Ils se sont écharpés par tweets interposés pendant plusieurs jours avant de baisser d'un ton très très clairement, parce que et Elon Musk et Donald Trump n'ont pas intérêt à ce que ça aille trop loin. C'est la chronique d'une rupture annoncée pour vous ? Ah oui, moi je l'ai dit très tôt, c'est-à-dire que ce sont ce sont de narcissiques qui ne peuvent pas supporter qu'il n'y ait plus de narcisse que soi. Sauf que ce sont deux individus intéressés. L'idéologie disparaît dès que vous pouvez être intéressé. D'ailleurs, Elon Musk a donné beaucoup d'argent, c'est un record, je crois, pour les Républicains. Et là, il dit maintenant je vais en donner aux démocrates. Bon, il y a quand même un personnage un peu dérangé, assez génial, hein, mais totalement dérangé, qui sait où sont ses intérêts. D'abord, Tesla, ça s'effondre. C'est devenu une marque associée à son comportement. C'est-à-dire, les gens ne savaient pas trop qui était Elon Musk, globalement. Maintenant, tout le monde le sait. Moi, j'ai voulu faire un numéro spécial de Front Populaire il y a 2 ans sur ce personnage en disant il est important parce que c'est un individu qui pense l'après-civilisation. Et tout ce qu'il fait, SpaceX, Neuralink, etc., tout ce qu'il fait va dans ce sens-là. Et il a besoin de l'État. C'est-à-dire, on nous dit libertarien, liberté, etc., mais pas du tout. C'est l'État américain qui donne de l'argent. Donc Elon Musk a besoin d'argent pour les projets qui sont les siens, qui sont des projets civilisationnels. Et Trump a dit, allez, top là, c'est bon pour les États-Unis, donc allons-y. Puis après, on commence à parler de sexualité, de comportement de Trump avec Weinstein, si je me souviens bien, ou un autre. Non, c'est pas forcément ça. Ce sont des allégations prouvées. Ah ça devient planétaire quand même, ce genre de choses. Après ça, sur des choses cachées. Et tout le monde se dit peut-être qu'il faudrait calmer le jeu, parce que si tout le monde commence à sortir les poubelles, ça va pas être forcément terrible. Elon Musk dit, c'est pas le genre du personnage. Hein. Bon, je demande un peu pardon, quoi. Moi, j'ai lu les biographies de Musk, c'est quelqu'un qui détruit les gens. C'est-à-dire il a demandé pardon. Il détruit les gens. Et là, il s'est aperçu qu'il avait quand même intérêt à baisser d'un ton. Et puis il y a eu à Los Angeles aussi cette semaine des émeutes de ceux qui défendent les migrants, parce qu'il y a une politique très très ferme et très musclée que met en place Donald Trump. Quelle surprise, il a été élu exactement pour ça. C'est assez surprenant en fait.
Oui, alors il ne faudrait pas penser comme on pense en France. C'est-à-dire que nous, il y a des vagues migratoires qui concernent un certain nombre d'Européens, mais aussi un certain nombre de gens qui veulent en finir avec la civilisation judéo-chrétienne au nom de l'islam. Donc nous, on a un problème de civilisation, d'avenir de la civilisation. Lui, quand il parle de l'avenir de la civilisation américaine, il a tort. D'abord, la population musulmane qui est là-bas est très intégrée. Elle n'est pas revendicative, elle n'est pas sécessionniste. Et puis ensuite, il faudrait lui rappeler que les États-Unis se sont constitués à partir d'abord d'un génocide, celui des Amérindiens, et que ensuite tout le monde est arrivé et que c'est un melting pot. J'ai appris ça à l'école, le mot melting pot, on l'apprenait à cette époque-là, et que le propre des États-Unis, c'est de se constituer avec des étrangers, et justement d'avoir un creuset qui fait que on devient américain. Y a pas de, je pense qu'il n'y a pas un danger pour la civilisation américaine dans le fait de naturaliser des gens. C'est comme ça que depuis 2 siècles, les États-Unis se sont constitués. Donc quand il parle de problèmes civilisationnels, il a tort. Il pense en Européen qu'il n'est pas, dont ses ancêtres sont peut-être, c'est probablement. Absolument. Mais il n'y a pas de problème civilisationnel aux États-Unis avec des Mexicains qui restent des gens de l'orbite judéo-chrétienne. Michel Onfray, c'est le point philo maintenant. Il nous reste un tout petit peu de temps pour parler d'Hannah Arendt. Il y a un documentaire, je crois, sur cette grande philosophe allemande qui sera rediffusé sur France 5 cette semaine. Racontez-nous pourquoi vous voulez évoquer Hannah Arendt aujourd'hui. Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Vous savez, ça fait partie des gens un peu comme Camus. On sort 2 ou 3 phrases comme ça, 2 ou 3 idées. On parle du totalitarisme. On n'a pas forcément lu les origines du totalitarisme. C'est un très gros livre, c'est épais, c'est assez indigeste. Hein. Mais vous l'avez lu, vous? Pardon? Ah oui. J'ai fait un cours, je lui ai consacré un cours à l'Université populaire et j'ai tout lu. On parle aussi d'Eichmann à Jérusalem, avec cette phrase terrible, parce qu'elle a fait beaucoup de mal à Hannah Arendt quand elle parle de la banalité du mal. Mais elle ne parle pas de la banalité du mal, elle parle de l'effroyable banalité du mal. Ça s'appelle un oxymore. Si elle n'était que banale, c'est une chose, mais si elle est effroyable, on dit autre chose en parlant de l'effroyable banalité du mal. Elle a expliqué comment fonctionnait le cerveau d'Eichmann, d'une certaine manière. À quoi ont servi les conseils qui parfois ont donné des juifs. Enfin bon, il y a des choses qui ont fait polémique à l'époque, au point que le Nouvel Observateur disait Hannah Arendt est-elle nazie ? Point d'interrogation. Déjà à l'époque, vous voyez le fonctionnement. Mais je voulais parler d'un livre qui s'appelle Essai sur la Révolution, où elle dit des choses extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, qu'on n'entend pas, nous, parce qu'on est fascinés par notre propre Révolution française. Et elle oppose la Révolution américaine, 1776, à la Révolution française, 1789, en disant les Américains ont fait la Révolution pour la liberté, peut-être au détriment de l'égalité, et les Français ont fait la Révolution au nom de l'égalité, peut-être et sûrement au nom de la liberté. Et elle fait l'éloge des civilisations qui ont été produites, l'une par la Révolution américaine, et c'est une révolution fédéraliste. Celle des conseils. Et ça m'intéresse, moi, politiquement. Je pense que ce serait une solution pour la France. C'est une voie pour vous, une voie d'avenir ? Oui, c'est-à-dire de dire la Corse n'est pas la Bretagne, qui n'est pas la Savoie, qui n'est pas la Normandie, etc. Il y a des spécificités qui ne sont pas non plus la Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas la Martinique, la Guadeloupe, etc. Donc on devrait pouvoir avoir une république fédérale. Et cette république fédérale, elle pourrait exister en laissant des initiations, par exemple, à la virilité se faire en Amazonie, comme j'ai pu voir, par exemple, des chamans amazoniens m'en parler dans la forêt amazonienne. L'Amazonie, c'est la France, là, pour le coup, quand on est en Guyane, et on devrait pouvoir laisser faire des pratiques, qui sont des pratiques qu'on dira locales ou régionales ou coutumières. Et en face, on a la France qui est centralisée, avec un État jacobin, et l'État a décidé que. Le chef de l'État dit aujourd'hui, j'ai décidé que les gens allaient rouler à 80 km/h. C'est comme ça. Il dit, mais vous pourriez peut-être demander l'avis aux gens, peut-être que vous pourriez... Non, j'ai décidé, c'est bon pour la planète, et puis voilà. Puis après, il dit d'ailleurs, on revient quand même à 90. Et elle oppose ces 2 révolutions, et elle a bien raison, de dire que cette révolution égalitaire, elle produit des problèmes chez nous. On veut de l'égalitarisme partout, mais c'est souvent au détriment de l'égalité. Je rappelle que la Révolution française déclare les hommes libres et égaux en droit, mais pas en talent. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gras, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des bons en maths, il y a des bons en agriculture, il y a des bons avec une intelligence manuelle, d'autres avec une intelligence de mathématicien, il y a des gens sympathiques et pleins de bon sens, puis il y a des gens qui le sont moins, etc. Et les Américains, quand on dit Trump fasciste, etc., on pense là encore que c'est un chef d'État qui aurait tous les droits et tous les pouvoirs. Pas du tout. De la démocratie en Amérique est un livre un peu pénible à lire de Tocqueville, mais il nous raconte tout le dispositif démocratique américain. C'est compliqué. Vous avez les midterms, vous avez les États, et vous avez la possibilité pour certains États de faire des choses que les autres ne font pas. Je rappelle que, par exemple, l'avortement, les États-Unis, c'est pas pour ou contre. Certains États sont pour, certains États sont contre. La vente d'armes ou le port d'armes, c'est la même chose. Certains États sont pour, certains sont contre. Peine de mort, pareil. Et peine de mort, bien sûr.
Bien sûr, vous avez raison. Et donc, j'invite à lire ce livre-là d'Hannah Arendt parce que, d'abord, il est très facile à lire, il est très lisible, et puis il permet, à partir de la Révolution américaine puis de la Révolution française, de penser ce qui nous arrive aujourd'hui et peut-être demain. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de solutions. Moi, j'en propose depuis des années, je suis proudhonien, et Proudhon est un fédéraliste. Pas du tout le fédéralisme du genre on détruit les nations, au contraire. On fabrique autrement la nation, on fabrique autrement un pouvoir, et les pouvoirs régionaux permettent aux gens de reprendre le pouvoir, de reprendre un pouvoir qu'ils ont perdu. On voit bien aujourd'hui qu'avec Emmanuel Macron, mais c'est comme ça depuis Mitterrand, les pleins pouvoirs sont donnés à un chef de l'État qui peut gouverner contre son peuple, c'est le cas aujourd'hui. Allez, essai sur la Révolution de Hannah Arendt, la recommandation lecture de Michel Onfray, c'était notre petit point philo. Absolument. On le refait toutes les semaines, d'accord? Comme ça, puis on aura une belle bibliothèque pour l'été. Ah oui. On donnera des conseils de lecture à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. On va faire ça. Merci beaucoup Michel Onfray pour cette heure passée en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. À la semaine prochaine.